Dystrophie musculaire Canada est un organisme, vous le savez, national, pan-canadien. Et on a pris un virage maintenant. On se déplace de l'organisation provinciale pour aller plus vers l'organisation nationale. Donc, on essaie de faire des conférences comme ça et de les rendre disponibles à tout le monde au Canada pour éviter de diviser nos énergies. Donc, quand quelqu'un au Canada fait une conférence, on s'assure qu'elle soit bilingue et disponible via webconférence et disponible aussi sur notre site Internet en vidéo pour référence future. Alors voilà, pour vous parler un petit peu de Dystrophie musculaire Canada, vous connaissez peut-être, on existe depuis 1954. On est là pour aider, pour financer la recherche et supporter les personnes atteintes. Donc, on offre des services d'équipement partout au Canada et des services de support aux personnes atteintes. Donc, notre dernier service, celui qu'on développe de plus en plus, c'est le service navigateur de système. Alors, dans chaque région du Canada, on a des spécialistes de l'accès aux services, Service Specialist en anglais, qui s'occupent d'aider les gens à trouver les ressources qu'ils ont besoin, pas juste nos services à nous qu'on offre, mais d'autres services, d'autres financements ailleurs, qui les aident à faire les démarches auprès du gouvernement, auprès d'autres programmes, qui apportent du soutien psychologique aussi. On fait des groupes de soutien et suite à cette présentation-là, les gens qui sont dans la salle ici, on va avoir une petite discussion, donc on pourra discuter de qu'est-ce qui vous intéresserait, puis s'il y a des possibilités de ce côté-là. Alors, voilà, je vous présente notre conférencière, Victoria Ion, qui est coordonnatrice de recherche clinique, et là je le lis ici parce que coordonnatrice de recherche clinique à l'unité de recherche clinique qui est située à l'hôpital neurologique de Montréal. Alors, bonne conférence. Merci, Victoria. Merci. Bonjour. Comme Marie-Hélène a dit, je travaille ici à Montréal. J'ai fait les études cliniques avec toutes les maladies neuromusculaires. Donc, aujourd'hui, je vais discuter quoi est une recherche clinique, un essai clinique, pourquoi on fait et comment quel est le processus de faire une étude ou participer dans une étude. Donc, quoi c'est les recherches cliniques? C'est une recherche médicale avec les personnes. Il y a les opportunités pour les humains atteints ou qui n'ont pas une maladie, mais il implique les participants humains et de transformer la recherche fondamentale, donc avec les animaux ou avec les cellules ou molécules dans un laboratoire, en nouveau traitement ou thérapie. Donc, c'est tout pour mieux comprendre comment la santé et la maladie se comparent et se développent. Donc, toutes les participations sont bénévoles et on tous travaille ensemble de voir ou de découvrir des meilleures façons de traiter, diagnostiquer et comprendre des maladies. Donc, il y a une couple de types différents. Il y a les études qui veulent voir la vie normalement des patients et voir comment la maladie comment la maladie transformer leur vie. Donc, toutes les études sont pérennes ou financées par des organismes divers. Donc, les médecins, des fois, organisent les études eux-mêmes. Des fondations, des établissements médicaux et les compagnies pharmaceutiques. La plupart des études
sont financés par les compagnies pharmaceutiques. Bon, donc, il y a 4 types différents. Donc, phase 1, est-ce que c'est bon pour les personnes? Donc, l'objectif de cette type d'étude, c'est pour voir, c'est une approche médicale pour voir si cette approche, cette sûre, est bien tolérée par les personnes. Donc, on voit les premiers effets secondaires. On essaie une coupe des doses pour voir quelle dose a le moins les effets secondaires. Et typiquement, il y a moins de 100 personnes qui jouent cette étude. Donc, phase 2, on testait une coupe de dosage et on continue de surveiller tous les effets secondaires, connexés ou non. Ça, c'est un bout de voir si les effets secondaires sont connexés ou non. Et déterminer la dose opportune. Donc, avec les phases 2, typiquement, il n'y a pas la possibilité de recevoir le médicament après l'étude finie parce qu'on a besoin de phase 3. Donc, phase 3, c'est l'étape pour voir si ce médicament ou approche ou l'appareil ou quelque chose, si c'est efficace. Donc, avec ça, on a beaucoup de patients qui sont recrutés pour voir s'il y a les effets secondaires beaucoup dérangeants ou non, et si ça marche, si ça change la vie. Et entre les phases 3 et phase 4, on a l'approbation. Donc, le médicament est accepté pour toutes les personnes. Les médecins pourraient le donner à leurs patients. Et phase 3, on va voir si ça marche pour toute la vie. Donc, voir est-ce qu'il y a les effets secondaires qui viennent plus tard ou quoi est les effets à long terme, chroniquement. Donc, avec ça, il y a milliers de patients qui joignent l'étude et le médicament ou l'appareil ou tout ça, c'est encore fourni par le compagnie ou tout ça, mais à ce temps, tous les patients pourraient accéder au médicament ou ce traitement. Donc, le numéro de personnes change avec les maladies rares ou on dit orphelins. Donc, avec les études pour les maladies orphelins, il y a moins de personnes qui ont besoin parce que ça ressemble à un plus petit moitié de la population. Donc, on a besoin pas assez de personnes pour voir si c'est efficace. Bon, donc, comment est-ce que les études marchent? Donc, il y a une randomisation avec toutes les études. C'est pour voir si, bon, la plupart du temps, il y a une condition double aveugle, on dit. Donc, le médecin, le patient et nous autres coordinateurs, nous savons pas quel assignement le patient a.
Donc, c'est pour voir s'il y a un vrai changement avec le médicament ou le traitement ou si c'est placebo. Donc, le placebo, l'effet placebo, on voit dans 30% de patients, il y a une anticipation, anticipation, expectation d'être mieux. Donc, il y a des fois un effet superficiel. Donc, pour cette raison, on ne sait pas quel assignement assigner aux patients. Donc, il y a un couple de différents types d'études, comme j'ai dit un peu. Il y a les études qui comparent un nouveau traitement à un traitement existant pour voir si c'est assez mieux ou plus mieux que le traitement qu'on a déjà. Il y a les autres études qui voient si le médicament est plus mieux que placebo. Donc, ça, c'est une pilule sucrée à sucre. Ça ne fait rien, mais ça semble pareil que le médicament vrai. Le même couleur, le même son, ce sent le même parce qu'on veut, on veut voir les vrais effets. Donc, qui participait? Avec tous les essais, il y a les critères d'admissibilité. Donc, on veut voir on veut voir si le patient est en sécurité. Donc, toutes les études veulent une population de patients qui sont homogènes ou pareils avec toutes les conditions ou assez quand même. Mais on veut voir, c'est tout pour la sécurité. Toutes les études ont des lignes directrices sur qui peut participer, appelées les critères d'inclusion et d'exclusion. Donc, quand un coordinateur vous introduit à un essai clinique, on discute tout le temps des critères d'inclusion et d'exclusion. Et c'est sont les facteurs qui permettent à quelqu'un de participer à l'étude. Sont les critères d'inclusion. Et il y a les facteurs qui ne permettent pas. Donc, s'il y a un médicament qui est exclu par l'étude ou les autres choses, les autres maladies ou conditions médicales significantes, l'âge, le sexe, les choses comme ça. Donc, les personnes qui font l'étude ou qui écrivent les protocoles à la compagnie pharmaceutique veulent un groupe de personnes qui sont vraiment, qui semblent pareils. Donc, on veut voir si le médicament marche. Donc, pourquoi participer? Donc, il y a les bénéfices potentiels. C'est une opportunité d'accéder à un nouveau traitement et contribuer à la recherche pour la maladie. Donc, si quelqu'un participe dans une phase 2, ça aide toutes les personnes avec cette maladie. Parce que ça aide le médicament de voir à l'acceptation. Donc, aussi, c'est une opportunité
de recevoir des soins médicaux réguliers et intensifs. Parce qu'avec les études, il y a beaucoup de visites et la fréquence des visites sont souvent. Donc, il y a l'opportunité d'avoir une grosse équipe de personnes qui vous prend soin. Comme je dis, ça aide les autres avec les maladies parce que si on n'a pas les personnes qui veulent participer dans les études, on n'a pas les nouveaux médicaments. Ça ne rend pas. Et en cette façon, il y a une opportunité de jouer un rôle actif dans votre santé. Avec beaucoup de maladies neuromusculaires ou auto-immunes ou les choses comme ça, on n'a pas les traitements ou thérapies courantes ou beaucoup bénéficiales, peut-être. Donc, c'est une opportunité de trouver quelque chose qui marche plus mieux pour les patients, qui fait un plus gros changement dans les vies des patients. Oui, et ça aide toute personne. Et des fois, ça aide les patients avec les autres maladies. Donc, il y a les nouveaux médicaments qui peut-être, il y a on dit un proof of concept avec une nouvelle manière de donner le médicament ou un nouveau molécule ou quelque chose. Et on peut traduire ça et utiliser cette procédure avec une autre maladie. Donc, il y a beaucoup de communication entre les chercheurs pour voir, OK, tu veux donner le médicament, ça va changer le DNA ou quelque chose, ça va changer le cause de le médicament, la cause de la maladie, désolé. Et on peut utiliser ça parce qu'on voit si ça marche avec une maladie et on peut utiliser ça avec une autre maladie. Donc, il y a les choses comme ça. On voit ça, il y a un type de médicament. Ça s'appelle un antisense oligonucléotide. Et ça donne directement directement dans le système, mais ce n'est pas intravenous ou quelque chose comme ça. Mais on a voir que ça marche avec une maladie et c'est utilisé avec une autre. Donc, il y a beaucoup de risques potentiels, malheureusement. Il y a peut-être les effets secondaires désagréables graves ou voire mortels au traitement expérimental. Tous les médicaments sont différents et ont les différents risques, mais c'est quelque chose qu'on a besoin de discuter. Aussi, avec les visites et l'horaire des visites, peut-être c'est nécessité de dépenser plus de temps à l'hôpital pour les visites. Peut-être plus manquer de l'ouvrage ou quelque chose comme ça. Plus de tests sanguines, plus de traitements. Et comme je dis, séjour à l'hôpital. Donc, il y a un cause à commitment de faire, mais on pense que les bénéfices potentiels sont plus mieux que les risques, mais ça dépend pour chaque médicament à chaque personne. Bon, donc,
pensez-vous d'une étude? Question à poser avant de commettre à ça. Donc, l'étude, quel est le but de l'étude? Pourquoi les chercheurs pensent que cette approche va marcher avec cette population de patients? Qui financera l'étude? C'est une compagnie pharmaceutique ou un chercheur indépendant? Combien de temps durera l'étude? Donc, c'est pour 1 mois, 2 mois, 1 année. Toutes les études sont différentes et ont besoin de temps, mais toutes les études sont pas pareilles. Donc, la prochaine sentence, pour moi, la phrase, pour moi, c'est la plus importante. Quelles sont mes responsabilités si je participe? Donc, avec toutes les études, il y a les choses on demande à les patients de faire, les nouveaux exercices, plus prise de sein, d'arrêter ou prendre pas les médicaments certains parce que ça va avoir une mauvaise interaction avec le médicament expérimental. Donc, il y a les choses comme ça. Donc, c'est beaucoup important pour vous savez les expectations des chercheurs. Et aussi, participation et soins. Quel type de thérapie, procédure ou des tests aurais-je pendant le procès? Donc, il y a plus d'exercices la moitié du temps ou les exercices, les prises de sang, les choses comme ça. Donc, ça prend beaucoup de temps. Est-ce que je pourrais prendre mes médicaments habituels? Ça, c'est beaucoup important parce que avec la plupart des études, il y a les médicaments prohibités et l'idée est que ça va avoir une mauvaise réaction avec le médicament expérimental. Aussi, qui sera responsable de mes soins médicaux? Donc, pour l'étude, la plupart du temps, il y a une équipe en santé, mais toutes les autres choses dans ta vie, si vous avez les autres conditions, il y a les autres médecins qui prennent soin de ça. Donc, c'est beaucoup important de faire cette clarification. Donc, et venez préparer avec des questions parce que on essaie comme les coordinateurs, d'expliquer tout, mais il y a les choses qu'on peut-être on oublie d'expliquer parce que nous sommes beaucoup familiers avec les études et comment ça marche. Mais pour mes amis, les nouveaux patients, les personnes qui ne travaillent pas avec moi chaque jour, c'est un nouvel monde de être familiarisé avec. Donc, on oublie les choses des fois parce que c'est normal et habituel pour nous autres. Donc, c'est beaucoup important de venir avec les questions pour nous autres. Quoi anticiper? Donc, avec chaque étude, on rencontre le médecin. Il y a un médecin sur l'étude. Il y a les autres ici qui aident le chercheur premier
avec les examens physiques et tout ça. Donc, vous allez rencontrer le médecin, l'équipe de santé clinique. Il y a un formulaire de consentement pour lire, comprendre et signer. Et on signe ça à la première visite. Et ça, c'est comme un contract pour s'explique le médicament, l'étude et tout ça dans plus de détails qu'on peut dire la plupart du temps. Donc, oui. Et vous pouvez anticiper de déterminer si vous pouvez participer avec une visite de dépistage. Donc, avant vous pouvez accéder au traitement, il y a une visite de dépistage pour voir si vous êtes admissible, si tous les critères d'inclusion ou d'exclusion marchent avec votre condition. Donc, c'est pas certain que vous pouvez joindre l'étude, mais pour cette raison, on avait une visite de dépistage pour voir si c'est un bon match. Si tout va bien, vous commencez l'étude. Donc, il y a les autres examens et choses comme ça pour faire. Et comme je dis, les visites, peut-être ça prend plus de temps que normal. Mais ça, c'est une responsabilité de faire pendant l'étude pour les participants. Donc, vous complétez l'étude clinique après le traitement, après combien de temps l'étude durera. Donc, il y a les visites suivies pour voir si vous êtes sûr. Donc, on veut voir votre sécurité et si rien n'est chargé. Donc, toutes les unités de recherche clinique marchent comme ça. Il y a les coordinateurs ou coordinatrices qui organisent toutes les visites et toutes les rencontres. Donc, il y a les neurologues, les évaluateurs qui font les questionnaires, les choses comme ça, les infirmières qui font les tirages de sang, signes vitaux, l'électrocardiogramme, n'importe quelle chose qui a besoin par le protocole. Donc, aussi, il y a les centres d'imagerie pour des types des études. Donc, on voit ça avec les études pour sclérose en plaques, mais avec les études neuromusculaires, ça, c'est plus rare. Mais, qui est votre principal point de contact? Avec tout ça, avec ce système, le premier point de contact est le coordinateur. On organise avec toutes les personnes la meilleure façon de faire le protocole et si vous avez les problèmes, les effets secondaires, les changements, les problèmes avec la santé qui peut-être ne sont pas connectés à l'étude, mais on prend soin de vous. Je coordonne avec le neurologue directement et toutes les autres personnes. Donc, les coordinateurs sont le chef des études à le site. Donc, nous autres, ici à Montréal, il y a les unités de recherche clinique la plupart de l'hôpital. Mais ici à Montréal, on fait seulement les études pour les maladies neurologiques à l'hôpital neurologique de Montréal.
Donc, on est actif depuis 1986, mais comme je dis, il y a beaucoup d'autres unités, les autres hôpitaux. Donc, on spécialise dans les études avec les maladies neurologiques, sclérose en plaques, maladies neuromusculaires, les choses comme ça. Donc, il y a notre unité a, je pense, plus de 30 personnes dans chaque groupe là. Donc, il y a un groupe de personnes qui fait les études pour sclérose en plaques. Je travaille avec les maladies neuromusculaires, mais il y a les autres points d'attention pour voir si les nouveaux médicaments marchent avec les maladies-là. Donc, nous autres, on a accès aux technologies médicales les plus avancées disponibles. Donc, avec les études cliniques, vous pouvez accéder les nouveaux médicaments que rien d'autre peut accéder. Donc, ça, c'est une opportunité. Nos résultats sont acceptés par Santé Canada, le FDA, dans les États-Unis, et le groupe régulatoire en Europe. Donc, aussi, on contribue au registre canadien des maladies neuromusculaires, on dit CNDR. C'est un registre pour connecter les patients avec les nouveaux médicaments et pour nous donner plus d'informations et les démographiques sur les patients. Donc, dans les maladies neuromusculaires, on a une couple de différentes maladies qu'on fait les études sur. Donc, j'ai fait les études avec la myasthénie grave, beaucoup de types dystrophie musculaire, donc DMOP, l'amyotrophie spinale, FSHD, CIDP, des choses comme ça. La plupart des études sont sur sclérose latérale amyotrophique. On a les maladies beaucoup rares aussi, comme Pompe et les autres. Donc, et on ajoute les études pour les différentes maladies que vous voyez ici tout le temps. Donc, sa liste change chaque jour. on ajoute beaucoup de les études s'il y a un besoin dans la population. Donc, notre unité est dédiée à aider l'avancement de neurosciences par les recherches cliniques. On participe dans les études cliniques pour trouver les traitements nouveaux ou plus efficaces pour nos patients. Et tous les patients qui viennent à l'hôpital. Donc, notre focus est sur les patients. Ça, c'est la première chose pour nous autres. On veut donner les sujets d'études la meilleure qualité de soins pendant et après les protocoles. Donc, on est beaucoup dédié à nos patients et on veut voir que les patients rendent plus mieux. Et les maladies neuromusculaires ou les autres choses, les symptômes sont mieux managés. Et on donnait toutes les données de haute qualité aux financiers ou investigateurs ou les compagnies. Donc, ça leur donne plus aide à trouver ou
à trouver les nouveaux médicaments et et donne ça à tous les patients dans le monde. Donc, comment puis-je participer? Donc, contactez votre médecin. Des fois, les médecins ont d'informations sur l'étude, mais je pense que la meilleure chose à faire est de visiter votre l'unité de recherche clinique locale. Donc, ici à Montréal, on a un site web et parler avec un coordinateur parce qu'il y a beaucoup d'études qui sont courantes, mais aussi il y a les études qui vont venir. Et si on sait que vous êtes intéressé, on peut vous parler ou recruter ou partager d'informations plus tard. Et aussi, clinicaltrials.gov, ça, c'est un site web qui a toutes les recherches cliniques qui se passent à tous les sites dans le monde. Donc, si vous êtes curieux de trouver une étude ou vous voulez savoir à quel site cette étude commence, vous pouvez visiter sur le site web-là. Donc, avez-vous les questions? Si il n'y a pas les études ici, vous pouvez y aller aux États-Unis ou un autre site dans le Canada qui a cette étude, mais le clinicaltrials.gov va vous donner l'information pour où cette étude commence. Mais il y a beaucoup de sites ici, mais en Canada, aux États-Unis et en Europe. Donc, il y a l'opportunité de y aller là pour le faire, mais on veut savoir pourquoi pas il n'y a pas les études pour les myosites et les autres maladies. Est-ce qu'il y a les opportunités d'ailleurs? Donc, s'il n'y a pas une étude ici, c'est parce que les unités de recherche, il y a deux possibilités. Donc, peut-être il n'y a pas beaucoup de recherche avec un nouveau médicament ou les médicaments ont beaucoup de risques. Donc, cette unité est à faire une décision d'avoir pas cette étude. Ou l'unité ne sait pas qu'il y a une assez grande population de remplir l'espace pour l'étude ici. Donc, c'est comme ça. Mais si les unités n'ont pas les études pour ça, on toujours veut que les personnes nous disent qu'il y a un besoin pour avoir les études comme ça. Donc, c'est un problème avec communication entre les personnes parce qu'on ne sait pas combien de personnes voulaient faire les études, pouvaient faire les études. Donc, c'est difficile. Mais si vous contacterez l'unité, les chercheurs peut-être vont considérer les études comme ça. Tu veux savoir si quelqu'un n'a vu pas ton médecin ou l'équipe santé dans un gros temps, comment est-ce que les patients comme ça peuvent être inclus? C'est par contacter les unités comme ça. Donc, les coordinateurs essaient de trouver tous les patients ou coordonner avec les organismes.
il a demandé d'appeler l'hôpital neurologique ou une autre unité. Ça va marcher, mais pas, il y a un couple de médecins qui savent quelles études sont courantes, mais pas tous les médecins contribuent à les études. Donc, ça, c'est pas la meilleure façon à connecter avec une étude. Je recommande que vous voir si, parce que sur clinicaltrials.gov, ça liste tous les sites et les coordonnées pour les personnes qui sont en charge de cette site. Donc, email, courriel, téléphone, les choses comme ça. Donc, c'est plus important, je pense, de contacter les personnes-là parce que si vous appelez le secrétaire dans la clinique, peut-être elle ne connaît pas quelle étude marche maintenant. Des fois, peut-être, les secrétaires peuvent vous connecter avec les coordinateurs comme moi et les autres, mais c'est plus mieux de contacter les coordinateurs directement. Oui, donc dans ma présentation, j'ai dit que il y a les types les organismes différents qui financent les études. Donc, on veut voir si c'est Pharma ou un autre organisme, si ça va changer les décisions. Ça dépend sur votre avis de les compagnies pharmaceutiques ou tout ça. Il y a les personnes qui n'aiment pas les pharma pour n'importe quelle raison. Donc, il n'y a pas un problème avec la qualité d'études. Donc, ça dépend pas qui finance l'étude, si c'est un chercheur indépendant ou pharma. Il y a les règles par Santé Canada que toutes les études doivent marcher avec. Donc, si la question est est-ce que l'étude va être différente, je trouve non. Pour les gens d'ailleurs, de Montréal ou beaucoup loin de notre site, il y a la possibilité de, dans chaque étude, il y a, la plupart du temps, il y a des récompenses pour la transportation. Donc, ça aide avec la transportation à site, mais il n'y a pas, et vous avez dit, est-ce qu'il y a les autres sites ailleurs en Québec? Il n'y a pas la possibilité de faire un couple d'exercices à l'extérieur et peut-être venir pour voir le médecin une fois ou les choses comme ça. On a besoin de faire tout ça à notre site parce que c'est beaucoup, il y a beaucoup de régulations pour assurer la sécurité des patients. Donc, on ne peut pas savoir si le protocole est exécuté dans la meilleure façon à l'extérieur ou si les patients ont les problèmes ou les effets secondaires, on ne peut pas traiter quand même ou si bien qu'en personne. Donc, est-ce qu'il y a l'espace pour un patient qui trouve qu'une thérapie ou traitement
marche pour lui-même. S'il y a l'espace de soumettre une idée à l'unité de recherche clinique, il y a toujours l'espace pour ça parce que ça dépend sur le chercheur ou le médecin là, mais les chercheurs, beaucoup de fois, faire, on s'appelle un Investigator-Initiated Trial. C'est une étude initiée par un chercheur. Donc, il y a l'espace pour, si un médecin voit un effet à bénéficier et cette personne veut essayer ça dans une étude avec plus de personnes, il y a une possibilité de discuter ça avec les chercheurs-là. Mais on a besoin d'écrire un protocole et tout ça, il y a un processeur, mais on a hâte de voir dans la communauté s'il y a les idées comme ça et qu'est-ce qui marche pour les patients. Donc, dans notre l'hôpital, c'est beaucoup contrôlé. On peut pas voir, tous les fois quand les patients trouvent quoi d'autre qui marche bien. Donc, ça c'est une possibilité, ça dépend sur le médecin cette unité, mais on encourage tout ça. Donc, s'il y a les études qui dans les États-Unis, ce n'est pas affilié avec nous autres, toutes les études ont beaucoup de sites. Donc, la compagnie ou le chercheur qui a l'idée est en charge, mais il y a les places tout partout qui recrutent les patients. Donc, pour chaque étude, nous sommes tous affiliés, mais c'est pas beaucoup fort. Donc, on fait la même chose, on communique avec la même compagnie, mais nous ne sommes pas directement affiliés avec les autres sites. Par contre, les chercheurs dans chaque site connaissent les autres chercheurs. Donc, il y a une communication comme ça entre les sites. Donc, oui, donc, sur clinicaltrials.gov, il y a la liste de tous les sites. Et si vous parlez à moi, les autres sites ne savent pas qu'on a parlé. Parce qu'avec les règles de confidentialité et tout ça dans notre institution et système, on ne peut pas partager cette information. C'est pour la privacité du patient. Donc, est-ce que les études cliniques pourraient trouver que ce médicament doit venir direct là parce que à cause des effets secondaires, tout ça. Il y a les incidences de ça parce que avec les études et especially en le cas de phase 1 ou phase 2, on mesure la sécurité, pas l'efficace. Donc, le phase 3, c'est plus pour l'efficace, pour voir si ça marche plus mieux que le traitement courant ou non. Mais dans les études, avant phase 1, c'est expérimenté dans les animaux. Donc, à ce temps, on ne sait pas comment ça va marcher dans l'humain. Donc, malheureusement, il y a des fois qui
quand les effets secondaires sont trop graves pour continuer et on trouve que le médicament n'est pas une bonne option pour les humains et spécialement pour des fois dans les maladies, investiguées. Donc, les choses comme ça, on veut voir si ça commence avant la phase 1. On voit les choses comme ça et si les études finissent avant la phase 1. S'il n'y a pas efficace dans les animaux, c'est terminé. Quand on voit ça aide les animaux, des souris, des autres, et les molécules faire quoi ce qu'on veut de la molécule à faire, ça transition dans les humains. Donc, on va à phase 1. Mais il y a beaucoup de... pour cette raison, c'est la première fois dans les humains, il y a beaucoup de risques. Mais à n'importe quelle étape, si on voit que les effets secondaires sont trop graves ou ça ne marche pas, le médicament peut être terminé comme ça. Mais c'est n'importe quelle étape. S'il n'y a pas beaucoup de données qui sont qui démontrent que le médicament marche ou ça fait quoi on veut que le médicament fasse, then ça pourrait terminer à ce moment. Donc, si on s'engage, quand quelqu'un s'engage dans une étude clinique, est-ce que cette personne pourrait arrêter pour n'importe quelle raison ou est-ce que la personne doit finir l'étude? Donc, avec le formulaire de consentement, il y a une ligne là. Chaque personne a la responsabilité de faire tout dans l'étude, mais à n'importe quel temps, quelqu'un pourrait arrêter pour n'importe quelle raison. Oui, non, c'est pas... il y a... Pardon? C'est pas souhaitable pour les résultats. Oui, c'est pas trop aidable. Donc, à n'importe quel temps, quelqu'un pourrait arrêter pour, la vie est trop occupée ou quelque chose comme ça, ou le patient trouve que les effets secondaires sont trop graves pour vivre avec. Donc, la seule chose on demande à les patients qui réguler le consentement est de faire une visite à suivi pour voir si tout va bien et pour assurer la sécurité après l'arrêté, la dose ou le commitment à l'étude. Mais n'importe quel temps, quelqu'un pourrait partir de la participation dans l'étude. Je vous remercie beaucoup d'avoir été présent. Puis, s'il y a d'autres questions qui surviendraient plus tard, vous avez mon adresse courriel dans l'invitation, vous pouvez toujours m'envoyer les questions, puis j'essaierai d'obtenir la réponse pour vous. Merci beaucoup. Merci.